Merci beaucoup. Je suis très honorée d'être là, de parler au nom de la société civile tunisienne, de parler au nom des femmes et des hommes du Tunisien. Je remercie tous ceux qui ont apprécié, ceux qui ont suivi notre expérience tunisienne, une expérience qui a été faite par les Tunisiens, pour les Tunisiens et Tunisiennes. C'est une expérience qui a été faite d'une manière très pacifique. On a eu cette révolution, on a eu d'une manière des élections démocratiques, libres, et c'était pour nous quelque chose d'exceptionnel. Cette expérience nous a fait aussi rassembler autour de quelque chose d'extraordinaire. Comment sortir de cette dictature pour arriver à une démocratie où on aura nos droits en tant que citoyens, nous exprimer librement, démocratiquement, écouter les uns et les autres et accepter certaines différences. Bien sûr, en tant que Tunisien, c'est un nouvel exercice. Nous sommes en train d'apprendre cette démocratie. Il nous faut du temps. Il faut que vous soyez patients avec nous parce qu'on nous demande beaucoup de choses, mais on ne peut pas tout faire en si peu de temps. Nous sommes maintenant aujourd'hui un pays démocratique, un pays où il y a la liberté d'expression, la liberté de presse, où il y a eu des élections libres et démocratiques, où on a eu la liberté de choisir nos députés, on a eu la liberté de choisir notre président, et c'est quelque chose d'extraordinaire en si peu de temps. Ce qui reste aujourd'hui très sensible, et vous l'avez bien précisé, c'est que nous avons beaucoup de challenges, nous avons beaucoup d'attentes, nous avons aussi beaucoup de soucis. Les challenges de la jeunesse tunisienne, c'est vraiment d'avoir plus de prospérité, avoir plus de travail, avoir un meilleur cadre de vie, s'exprimer, s'investir et travailler pour vraiment se développer et avoir une vie saine, une vie heureuse. Les défis, c'est que nous sommes situés dans une région que nous aimons beaucoup. Nous sommes en Afrique, l'Afrique du Nord, au Maghreb, en Méditerranée, à 2 pas de l'Europe, pas trop loin de la MENA region, mais nous sommes entre 2 pays où il y a beaucoup de défis, beaucoup de points d'interrogation aussi. Un pays, la Libye, notre voisin historique, traditionnel, où on a beaucoup de relations de proximité, mais la menace est très importante en Libye. C'est une instabilité qui nous menace, instabilité qui nous pose beaucoup de questions. Malheureusement, on n'a rien fait pour que la situation arrive à ce point en Libye. On est en train de subir de plein fouet la situation en Libye. Les autres ont agi. Et on connaît un petit peu la communauté internationale, les pays qui ont été donc à la cause de ce qui se passe aujourd'hui en Libye. Mais c'est le premier pays qui est en train de souffrir énormément et de subir les conséquences négatives de ce conflit en Libye, c'est bien sûr la Tunisie. Sur la sécurité, en absence d'institutions, en présence de plusieurs gouvernements. 2, sur le plan économique et la prospérité du commerce parallèle, puisqu'il n'y a pas de vis-à-vis direct. Et puis 3, sur l'investissement. Donc, on est en train d'investir pour sécuriser nos frontières aux dépens de l'infrastructure, aux dépens de l'investissement dans les régions intérieures. Ça nous coûte trop cher. C'est vrai que tout le monde se dit, et principalement l'Union européenne, toujours, elle nous le dit d'une manière très claire, très nette, on est en train de vous aider. Vous avez le plus grand montant qu'on donne, c'est à la Tunisie. Mais c'est rien, ça ne représente absolument rien, parce qu'on est en train vraiment de subir un grand sacrifice et beaucoup de pertes. Étant chef d'entreprise, étant présidé le patronat pendant 6 ans et demi, connaissant les relations économiques avec nos partenaires, on a beaucoup perdu. On avait plus que 120 000 Tunisiens qui travaillaient en Libye, on avait les entreprises qui exportaient vers la Libye. Vous savez, c'est à 2 pas, donc il y avait par le transport terrestre, tout est bloqué, tout est vraiment en attente, mais on a gagné beaucoup de produits d'une manière illégale et toutes les conséquences de cette perte, ni droits de douane, ni produits qui sont conformes aux normes internationales, à l'hygiène, etc. Tous ces soucis-là font que nous sommes en train de perdre même au niveau du taux de croissance. L'autre pays, l'Algérie. C'est vrai que nous soutenons cette réussite, cette lueur de démocratie en Algérie, mais ça reste toujours, ça pose encore des points d'interrogation. On ne sait pas encore l'avenir et nous sommes un peu préoccupés, un petit peu dire
de l'avenir, comment va se passer donc la situation en Algérie. Nous sommes entre deux pays riches. Nous sommes fiers d'être au milieu de ces deux pays, bien qu'on ne dispose pas d'assez de matières premières, mais nous sommes riches par notre capital humain, par notre expérience, par notre histoire, par notre savoir-faire, par nos droits humains. Et il ne faut pas que j'oublie que en tant que femme, fière aussi d'avoir ce statut du personnel des femmes unique dans le monde arabe musulman, mais aussi un des plus avancés dans le monde entier. Ce statut aussi nous laisse aussi un peu, pour beaucoup de pays arabes surtout, nous envient, mais et là, permettez-moi aussi de dire que c'est grâce à un leader qui a cru en nous, en Tunisie, et qui a fait tout ceci, Bourguiba. Je ne peux pas ne pas le citer, moi je suis ici. C'est grâce aussi à une clairvoyance d'un leader politique, Bourguiba. Donc, ces deux pays, avec aussi le Nord Maghreb, et on sait un petit peu les relations entre l'Algérie et le Maroc, nous fait perdre presque 2 points de croissance pour chaque pays du Grand Maghreb. Cette situation implique énormément et a beaucoup de conséquences sur le côté développement économique. Vous l'avez bien précisé, M. Majorino, vous avez bien dit que le pays est sur le bon rail, sur le bon chemin, avec toute cette transition démocratique, mais ça reste fragile parce qu'il nous reste beaucoup à faire sur le côté économique. Il nous reste beaucoup à faire sur le côté économique. C'est un droit. Comme il y a le droit humain, il y a aussi le droit économique. Droit économique à la santé, droit économique à avoir un travail décent, le droit économique aussi à vivre en liberté et à vivre en sécurité. Tout ceci est très important et nous devons, nous, en tant que Tunisiens, investir et travailler pour notre pays, mais nous avons aussi besoin de nos partenaires. Et je dirais que nous avons besoin d'avoir un partenaire stratégique, un partenaire qui croit en nos capacités et qui nous considère comme un partenaire gagnant-gagnant. Il y a où c'est pas parce que c'est un petit pays qu'on va toujours le considérer comme un sous-traitant. Loin de là, il faut nous considérer comme un vrai partenaire où nous avons des capacités, où nous avons le savoir-faire et où nous avons aussi, on pourra travailler ensemble pour aller au-delà et faire prospérer ce pays. Ces challenges aussi restent dépendants de la volonté des uns et des autres et de la communauté internationale à mieux aider la Tunisie, à mieux voir cette réussite tunisienne, à mieux encourager cet exercice dans la région. Ça reste une expérience unique, mais très fragile, sans le soutien. Il ne s'agit pas d'avoir juste que le soutien financier. C'est vrai qu'on a besoin de projets d'infrastructure. C'est vrai qu'on a besoin de développement. C'est vrai qu'on a besoin d'avoir des multinationales en Tunisie. C'est vrai que nous avons besoin de grands projets, mais nous avons aussi d'avoir un autre soutien, un soutien qui nous laisse aussi considérer que cette transition démocratique, elle est toujours possible, que cette transition démocratique, elle est faisable dans un pays jeune, pas trop riche, mais qui croit en ses capacités humaines. Donc ce développement, il faut le faire ensemble. Il faut nous aider à travailler beaucoup plus sur tout ce qui est projet pour la formation, pour l'éducation, pour la santé, les projets qui font que la Tunisie soit une plateforme, un hub pour l'Afrique, pour la MENA Region et pour l'Europe. Tout ceci, on le fera bien sûr nous, mais avec votre soutien. Et puis pour conclure, pour dire que nos amis sont parfois impatients de voir un petit peu qu'il y a parfois un petit retard dans la composition du gouvernement, qu'il n'y a pas encore les réformes nécessaires. Moi, je dirais que nous sommes sur la bonne voie. On va le faire, ces réformes. Il faut du temps. Il faut 9 ans, 10 ans dans une vie d'un pays, c'est rien du tout. Il y a des pays qui ont mis des siècles pour construire une démocratie et que pour devenir des pays développés. Donc, ça se fera. Ça se fera avec une prise de conscience de la société civile, une prise de conscience des principaux syndicats, l'UDICA et le syndicat des travailleurs, avec ce dialogue social, avec cette coopération, avec cette entente, on le fera ensemble. Et puis, avec aussi, j'espère bien que ce gouvernement sera aussi un gouvernement qui lancera et qui osera agir et faire des réformes qui vont certes être difficiles, mais qui vont être expliquées et mieux acceptées par la population tunisienne. Merci pour votre attente et je resterai bien sûr à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci.
Merci beaucoup, Madame Bouchamaoui. Je vais directement donner la parole à Kamel Gendoubi, j'ai problème, Gendoubi, pour 10 minutes également. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci de votre invitation. Je suis vraiment heureux d'être avec vous et en compagnie de Madame Bouchamaoui et de retrouver cette enceinte qui a été, qui reste, à mon avis, un lieu de messages positifs et encourageants pour la promotion des droits de l'homme dans le monde et en particulier en Tunisie. Permettez-moi d'abord de saluer la présence de son Excellence, M. Leta Masbar, parmi nous, ambassadeur de Tunisie. C'est un honneur de le voir aussi avec nous. Votre invitation vient, comme l'a souligné Mme Choumoui, vient dans un contexte régional chargé de menaces et dans un contexte national post-électoral marqué par la poursuite du processus de transition démocratique et livré sur fond de crise, de difficultés économiques et sociales. Permettez-moi aussi de saluer le Parlement européen et son engagement constant en faveur des libertés et des droits de l'homme en Tunisie. Certaines et certains d'entre vous, peut-être, se rappellent de la première résolution adoptée par le Parlement européen le 23 mai 1996. Voilà près de 25 ans, une année après la signature par la Tunisie des accords d'association euro-méditerranéens. Il s'agit d'une résolution historique qui insiste sur le respect réciproque des deux parties des libertés et des droits de l'homme. Elle exprimait, à l'époque, la consternation du Parlement européen, et je dis bien tous les groupes du Parlement européen, tous les groupes du Parlement européen à l'époque, elle exprimait la consternation face à la persécution dont sont victimes les opposants politiques et leurs familles, ainsi que la préoccupation aux atteintes portées à la liberté de circulation, à la liberté de presse, etc. Depuis, la Tunisie a connu des avancées considérables en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. Pour l'essentiel, au lendemain de la révolution de 2011. La référence aux droits de l'homme imprègne la Constitution de 2014. Et elle n'est pas venue pour rien. Outre le chapitre 2 qui consacre les libertés et les droits, la question des droits humains est abordée à différents niveaux dans plusieurs articles. Et je cite à titre d'exemple seulement l'article 6 est relatif à la liberté de conscience. Je crois que c'est le seul pays dans le monde arabo-musulman où cette liberté de conscience est consacrée par la Constitution. Mais on peut la trouver dans d'autres parties de la Constitution, notamment au préambule, où des engagements clairs et des garanties affirmées des droits de l'homme sont abordés et dépassent largement d'ailleurs la question de la citoyenneté. Concernant l'état de la législation, outre la ratification des principaux instruments internationaux des droits de l'homme au lendemain de la Révolution 2011, je cite en particulier la loi relative à la lutte contre les violences à l'égard des femmes, adoptée en juillet 2017, entrée en vigueur en février 2018, et qui constitue une avancée qui s'inscrit dans le droit fil du mouvement d'émancipation des femmes tunisiennes porté par les idées de réformateurs, et oui, des 19e et 20e siècles, Taha al-Haddad en tête. De même, l'adoption de la loi criminalisant la discrimination raciale en Tunisie, adoptée en 2018, et qui renoue en réalité avec un héritage, l'héritage un peu oublié, celui du premier pays musulman qui a aboli l'esclavage en 1846. Évidemment, je cite, mais très rapidement, un certain nombre de mécanismes qui ont été mis en place, tels que l'instance nationale pour la prévention de la torture, tels que l'instance nationale d'accès à l'information, et le projet qui a été proposé et qui est en cours d'égalité successorale entre hommes et femmes, ou encore le projet du Code des droits et libertés individuelles déposé à l'Assemblée des représentants du peuple, qui sont autant d'avancées incontestables en ce qui concerne les droits et libertés. Projets qui ont parfois, comme vous le savez, roujailli par leur audace et leur innovation au-delà des frontières de la Tunisie. La Tunisie a connu depuis 2011 5 élections majeures qui se sont déroulées d'une manière pacifique, permettant une alternance politique et qui ont rempli pour l'essentiel les conditions d'élections démocratiques, transparentes et pluralistes. Élection de l'Assemblée nationale constituante en 2011,
élections législatives et présidentielles en 2014, élections municipales en 2018, enfin, élections législatives présidentielles en 2019. Ces progrès et ces acquis sont le produit d'un processus démocratique qui n'a pas à ce jour d'équivalent dans le monde arabe et qui trouve en réalité sa source dans une modernité tunisienne forte de 2 siècles. C'est le point de départ de la réflexion stratégique qui a été engagée par les acteurs clés de la société civile tunisienne dans le cadre du dialogue tripartite initié par le réseau OMED de 2014 à nos jours. Cette réflexion, dont on trouve les résultats dans le rapport qui vous a été communiqué, intitulé « Pour une vision stratégique tunisienne du partenariat avec l'Union européenne », se veut, ainsi que les recommandations qu'il contient, une contribution au débat et aux échanges au sein de la Tunisie, mais aussi avec nos partenaires européens. Nous disons singularité démocratique dans la mesure où elle est le produit de l'histoire et d'une mémoire politique commune qui a permis de forger le consensus social et politique issu de la Révolution. Ce consensus s'est réalisé contre un pouvoir clanique et usurpateur, sans intervention étrangère, révélant la place majeure des acteurs de la société civile, tout en n'ignorant pas que la démocratisation se heurte à des difficultés récurrentes et que les décideurs de la post-révolution n'arrivent pas toujours à répondre aux revendications réitérées de la société civile. Cette singularité est en devenir. Elle comporte des faiblesses, comme l'a été souligné par certains d'entre vous et même par beaucoup de responsables tunisiens. Des faiblesses et des failles qui peuvent susciter des doutes, qui expliquent selon toute vraisemblance les manifestations multiples des désarrois et des enchantements. Cette singularité est menacée par l'instabilité régionale et plus particulièrement par la guerre civile et les interventions étrangères ayant lieu dans la Libye voisine. La Tunisie fait face à ces défis en comptant sur ses propres forces, notamment sur les jeunes et les femmes, mais elle veut aussi pouvoir compter sur les soutiens fondés sur des partenariats solides, en particulier avec ses voisins du nord de la Méditerranée, les pays de l'Union européenne. Ces attentes sont à la hauteur des défis à relever et des menaces à endiguer pour ancrer durablement ce petit pays de la Méditerranée dans la communauté des États démocratiques de par le monde. Le Parlement européen, je le sais personnellement, mais il faut que les Tunisiens le sachent, le Parlement européen est fidèle à sa vocation et à ses engagements. Il demeure un allié fidèle des Tunisiens dans leur quête pour la liberté et la démocratie, faisant de leur pays une source d'inspiration et de respect. Je vous remercie et on compte beaucoup sur votre soutien. Merci beaucoup, Kamel Djendoubi.